Bonjour, dans cette séquence vidéo, je vais donc poursuivre mes réflexions sur les liens entre culture et management. La dernière fois, je vous avais présenté les travaux de Maurice Thévenet, professeur qui a été pendant très longtemps professeur de GRH au CNAM et à l'ESSEC. J'avais pris soin de définir le concept de culture et j'avais annoncé la dernière fois que Thévenet considérait qu'il y avait deux conceptions de la culture, deux visions différentes, c'est tout du moins ce qu'il retire de la revue de littérature qu'il a menée autour du concept de culture d'entreprise. Pour certains auteurs, l'organisation est une culture. Pour d'autres auteurs, l'organisation a une culture. Je vais donc développer ces deux points. Alors, pour certains auteurs, l'organisation est une culture. La culture est ici appréhendée comme une métaphore. Il faut la voir vraiment comme une métaphore. Dans cette perspective, l'organisation, l'entreprise est une culture comme n'importe quelle société humaine et il faut l'étudier en anthropologue. C'est donc une approche qui est fondamentalement anthropologique. Ceci étant, quand on regarde les choses de manière plus fine, on se rend compte qu'il existe différentes perspectives, différentes approches, même si toutes ces approches se réfèrent à l'anthropologie. Maurice Thévenet, dans son ouvrage, nous dit qu'il existe plusieurs courants de recherche qui abordent la culture sous un angle anthropologique. Il passe en revue l'approche cognitive, l'approche symbolique et l'approche psychodynamique. Je commence par l'approche cognitive. L'approche cognitive, donc ça vient de cognition, elle s'attache à mettre en évidence des connaissances, des croyances, des systèmes de représentation qui sont communs aux individus. Les individus dans une organisation vont donc partager un certain nombre de connaissances, de croyances, de systèmes de représentation. Cette approche, elle, insiste sur ce qui est partagé par les individus et sur ce qui les aide à fonctionner dans le système organisationnel. Un auteur comme Chin nous dit par exemple que la culture, elle a une utilité. Elle permet aux acteurs de l'organisation de résoudre des problèmes. Voilà pour l'approche cognitive. Ensuite, il existe une deuxième approche selon Thévenet, l'approche symbolique, qui se réfère toujours aux travaux issus de l'anthropologie. L'approche symbolique, elle est quelque peu différente. Elle s'intéresse au sens construit dans l'organisation. Selon cette approche, ce sont moins les faits, les événements qui importent que le sens qu'ils recouvrent pour les acteurs de l'organisation. La culture traduit justement ce sens commun et à ce titre, la culture permet de réduire l'anxiété. On pourrait dire que la culture, elle agit comme un anxiolytique parce qu'elle donne des repères aux gens. On pourrait raccrocher à cette perspective les travaux de Karl Weick, un grand théoricien des organisations, Karl Weick ayant fondé une théorie du sense-making, c'est-à-dire une théorie de la fabrication du sens dans l'organisation. Finalement, cette approche symbolique, elle est assez complémentaire de l'approche cognitive, mais elle fait un pas de côté par rapport à l'approche cognitive. Et puis, il existe une troisième approche, l'approche psychodynamique, que l'on pourrait aussi qualifier d'approche psychologique, mais je garde le terme psychodynamique qui est utilisé par Thévenet. Elle applique à l'organisation des théories qui sont habituellement utilisées pour les individus, pour les personnes, comme la psychanalyse par exemple. Dans cette perspective, l'organisation se développe comme une collectivité, comme une communauté qui aurait sa propre psychologie. Je mets bien évidemment le terme psychologie entre guillemets. Ainsi, pour certains auteurs, l'organisation aurait un inconscient. Donc cette approche, elle est encore différente de l'approche cognitive et de l'approche symbolique, mais elle aussi, elle est fondée sur un certain nombre de travaux en anthropologie. Voilà pour
la première perspective. L'organisation est une culture. J'en arrive maintenant aux idées développées par les auteurs qui nous disent que l'organisation a une culture. La culture est alors l'une des dimensions clés de l'organisation, à côté d'autres dimensions, comme la structure, qui renvoie par exemple à l'organigramme et à la répartition des rôles. Autre dimension clé de la vie de l'organisation, ce que l'on appelle l'instrumentation gestionnaire ou l'appareillage gestionnaire, c'est-à-dire l'ensemble des outils et des instruments de gestion qui permettent de piloter et de gérer l'organisation, ou encore, autre dimension clé de l'organisation, les styles de management. Donc la culture, c'est un des éléments clés de l'organisation à côté d'autres éléments clés. Alors cette approche, l'entreprise a une culture. Cette approche, c'est par exemple celle de deux auteurs américains, Peters et Waterman, qui dans les années 80 ont écrit un best-seller en management qui s'intitule Le prix de l'excellence, qui est l'un des livres de management qui a été le plus vendu dans le monde. Et pour Peters et Waterman, la culture, c'est tout simplement une variable. C'est une variable du système que constitue l'entreprise. Ils considèrent, Peters et Waterman, que la fonction de la culture, c'est de contrôler les comportements individuels, de les unifier, de les souder et de les orienter vers les objectifs de l'organisation. Peters et Waterman vont ainsi parler de culture forte quand l'organisation, quand la culture, elle oriente fortement les comportements dans une certaine direction. La culture, pour ces deux auteurs, est donc une source de performance, voire c'est la source de performance principale pour Peters et Waterman. Donc retenez cette idée que Peters et Waterman considèrent la culture comme une variable sur laquelle finalement on peut agir. Il y a donc deux conceptions de la culture pour Thévenet. Pour les uns, l'organisation est une culture. Pour les autres, Peters et Waterman par exemple, l'organisation a une culture. Mais la principale question qu'il faut se poser pour Thévenet, c'est de savoir si l'on peut réellement agir sur la culture d'entreprise. En la matière, il y a un débat dans la littérature entre d'un côté ceux qui pensent que l'on peut instrumentaliser la culture pour influencer les comportements. C'est le cas, par exemple, de Peters et Waterman, puisque ces deux auteurs font de la culture une variable sur laquelle on peut agir. Et puis de l'autre, il y a des auteurs qui pensent, eux, que c'est quasiment impossible, ou alors c'est très difficile, d'agir sur la culture, parce que la culture, elle échappe à l'action managériale. Donc il y a cette discussion, ce débat qui existe au sein de la littérature, en sachant qu'il faut aussi savoir que certains auteurs adoptent une position médiane. Il s'agit là d'une troisième voie qui me semble moins intéressante. On peut en effet penser qu'il est possible d'agir sur la culture d'entreprise, mais que c'est une action qui va se jouer généralement dans le temps long. Pourquoi? Eh bien parce que les changements de type culturel, ce sont des changements qui se jouent généralement dans le temps long. Tout changement culturel implique toute une série d'apprentissages, des apprentissages qui doivent être à la fois individuels, collectifs et organisationnels. Mettre en branle tous ces changements, c'est nécessairement quelque chose qui se joue sur le temps long, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va se jouer sur plusieurs années. C'est ma position personnelle. Et puis, il faut aussi savoir que certains auteurs déconstruisent le concept de culture d'entreprise, car ils pensent que la culture n'est pas un tout homogène, ou rarement. Ces auteurs pensent en effet que la culture, c'est quelque chose de fragmentaire, notamment dans les grandes organisations. C'est la position tenue par les sociologues notamment. Les sociologues raisonnent plutôt, par exemple, en termes de sous-culture et d'identité professionnelle.
Il y aurait par exemple des sous-cultures de métiers. À la SNCF par exemple, il y a d'un côté les personnels roulants, les conducteurs de train qui ont leur culture, il y a de l'autre les personnels qui sont au contact du client, les commerciaux, les agents de guichet, les contrôleurs, qui sont porteurs d'une autre culture, plus orientée vers le client. Il y aurait, selon les sociologues, des sous-cultures d'ateliers dans certains cas, dans les usines, où il y aurait encore, autre exemple, des sous-cultures qui renverraient à des appartenances statutaires, les cols blancs, les administratifs, les gestionnaires, les cadres, et les cols bleus, les ouvriers, ceux qui mettent les mains dans le cambouis de l'autre. Col blanc et col bleu ne se mélangent pas forcément sur les mêmes lieux de travail. Il y a eu énormément de travaux en sociologie sur les cols blancs et les cols bleus. Ou alors, autre exemple, ça peut être aussi des sous-cultures qui sont liées à des entités dans le cas des firmes multinationales, qui sont, elles, présentes dans plusieurs pays. Voilà quelques exemples de sous-cultures qui ont été bien étudiées par les sociologues. Je vous renvoie, par exemple, aux travaux de Renaud Saint-Saulieu en sociologie du travail, ou encore aux travaux de Philippe Diribar. Alors au passage, l'existence de ces sous-cultures n'exclut évidemment pas l'existence d'une culture d'entreprise ou d'une culture organisationnelle. Mais on peut trouver des cas où il n'y a pas véritablement de culture d'entreprise et où il y a essentiellement des sous-cultures qui cohabitent plus ou moins bien les unes avec les autres. Il faut enfin savoir que la culture n'est pas qu'une variable interne, c'est aussi une variable externe, car l'entreprise, l'organisation, elle évolue toujours dans un certain contexte culturel. C'est par exemple le contexte national, le pays d'accueil de l'entreprise. Voir à ce sujet les travaux importants qui ont été menés par le sociologue français Philippe Diribarne, qui est l'auteur notamment d'un ouvrage qui s'appelle La logique de l'honneur. Alors ça, c'est quelque chose de très important sur le plan des relations sociales, le contexte national. On le sait, il y a des particularités en matière de relations sociales qui renvoient justement à la culture du pays d'origine. Par exemple, on a des relations sociales qui sont naturellement plus consensuelles dans les pays d'Europe du Nord et en Allemagne, parce que c'est lié à l'histoire et à la culture nationale de ces pays, alors qu'en France, vous l'aurez remarqué, nous avons des relations sociales qui sont naturellement plus mouvementées, qui sont naturellement plus conflictuelles. Cela renvoie évidemment à l'histoire des relations sociales françaises. Je vous rappelle que les relations sociales en France ont émergé dans un contexte hautement conflictuel, dans un contexte révolutionnaire. Donc, il faut toujours tenir compte aussi de l'histoire des relations sociales propres aux différents pays. Pour résumer, on pourrait donc dire qu'il existe 3 niveaux d'analyse pour appréhender la culture. C'est ma conclusion. Tout d'abord, il y a le niveau que constitue le contexte externe, je viens d'en parler, qui renvoie notamment à tous les facteurs de contingence culturelle qui vont peser sur les représentations et les comportements, notamment en matière de relations sociales. Tout ce qui vient par exemple de la culture nationale et qui va avoir un impact sur les pratiques de gestion dans l'entreprise et sur les relations sociales. Le deuxième niveau, c'est le niveau de l'entreprise, de l'organisation. Alors là, on peut dire soit que l'organisation est une culture, soit que l'organisation a une culture, selon l'approche que l'on va privilégier. Mais on peut dire aussi que l'organisation est une communauté humaine productrice d'une culture. C'est une définition que je vous propose et qui permet d'embrasser ces deux conceptions et de faire un pas de côté par rapport à cette idée, par rapport à cette discussion sur l'organisation est une culture, l'organisation a une culture. Je répète, l'organisation est une communauté humaine productrice d'une culture. Le niveau de l'entreprise, c'est le deuxième niveau. Et puis il y a un troisième niveau, c'est le niveau microsociologique, c'est le niveau des sous-cultures et des identités professionnelles. Je vous renvoie là aux travaux des sociologues, aux travaux notamment de Renaud Saint-Saulieu et aux travaux de Philippe Diribarne sur les sous-cultures
et les identités professionnelles. J'en ai terminé sur les liens entre culture et management. La prochaine fois, je vous parlerai des travaux d'un économiste et sociologue américain, John Allop, qui a forgé le concept de relations sociales. Au revoir.